Je vous l'annonçais, pendant longtemps, l'art a été réduit à sa dimension d'objets artisanaux, décoratifs ou utilitaires, ou encore aux seules expressions culturelles des sociétés et des groupes sociaux du continent. Mais les lignes se mettent désormais à bouger et l'art africain est mieux considéré depuis quelques années. Au Bénin, notamment, il représente un enjeu économique majeur et les initiatives visant à le valoriser foisonnent. L'écosystème se met en place à petits pas, certes, mais à pas sûrs, sans doute. Une chose est certaine, avec la multiplication des festivals et bien d'autres initiatives, l'ambition du pays est de saisir toutes les occasions pour structurer cette économie qui se développe. Le plan d'action du gouvernement à l'horizon 2026 consacre d'ailleurs 585 milliards de francs CFA à la réalisation d'une douzaine de projets orientés vers le développement des arts, de la culture et du tourisme. Quel regard peut-on porter aujourd'hui sur le marché des arts au Bénin? Le sujet intéresse tout particulièrement Jennifer Sativi qui consacre sa chronique économique et elle est avec un invité qui aborde tout fièrement son béret étoilé. Il est le plus célèbre des sergents du Bénin, un sergent sans tenue kaki. Bonjour Jennifer. Bonjour Herman, comment allez-vous ce matin? Bien, merci. Et vous? Mais ça va bien, ça va très bien, merci beaucoup. Vous l'aviez annoncé, je vais aller tout droit. Je reçois aujourd'hui sergent Marcus, bonjour. Bonjour Jennifer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour sergent Marcus. Heureux d'être là ce matin avec vous. Écoutez, le plaisir est partagé. Alors, sergent Marcus, nous parlons de l'art, évidemment. L'économie de l'art au Bénin, est-ce la plus-value à s'approprier? Déjà, je vais vous demander, vous qui êtes dans le domaine depuis quand même pas mal d'années déjà, quelle place vous accordez à l'art en ce qui concerne l'économie de façon générale? Alors, je voudrais qu'on se concise ou pas. Est-ce qu'on est dans les arts et la culture ou parce que quand on dit les arts et la culture, parce que quand on dit les arts aussi, parfois on s'y conscrit aux arts plastiques. Non, nous on va élargir les arts et la culture. D'où l'invitation qui s'est portée sur vous justement. Alors, une chose est claire, c'est que l'art ou les arts et la culture ont leur pesant d'or dans le processus économique. C'est clair, ce n'est pas à discuter. La preuve en est que ailleurs ou même ici, il y a des artistes qui sont milliardaires. On parle de show business. Donc c'est parce que c'est un business, mais parce qu'il y a de l'argent qui circule donc dans ce milieu-là et qui permet de nourrir toutes les chaînes d'emploi, toutes les chaînes d'activité qui permettent à ce que l'activité artistique ou l'activité culturelle se réalise. Donc, l'art ne peut pas se concevoir sans un aspect mercantile, sans un aspect marketing, et donc qu'aujourd'hui nous soyons sur une lancée où de l'argent public a été annoncé pour financer le secteur, mais c'est formidable. Maintenant, quitte à voir la mise en œuvre de tout ça, la structuration de tout ça, comment cela se fait, je pense qu'on en fait le débat. D'accord. Alors, vous avez bien fait d'introduire par là, lorsque nous parlons d'art, c'est de nombreux compartiments, artistes plasticiens, musique, slameurs, etc. Absolument. Lorsque vous voyez, vous observez un peu, vous qui êtes dans le domaine depuis quelques années quand même, est-ce qu'il y a un impact qui s'est fait sentir jusque-là, sur le plan économique? Sur le plan économique, je vous dirais oui. Je vous dirais oui. C'est vrai qu'il n'est pas très satisfaisant. Mais quand je cite ailleurs, économiquement, quand je prends le plan de la musique, dont je suis un peu plus proche, mais on a de grands noms. On a Sabourin Danialou. On ne peut pas dire que Sabourin Danialou ne vit pas bien et ne nourrit pas toutes les personnes qui travaillent avec lui. Donc, quand tu prends un musicien, c'est une chaîne d'emploi. Donc, c'est des musiciens, c'est des ingénieurs de son, c'est des managers. Et quand on doit faire des vidéos, évidemment, c'est des réalisateurs, des scénaristes, c'est des décorateurs. Donc, l'acte artistique, l'acte culturel est un acte économique par essence. Et
c'est vrai que chez nous, il y a eu beaucoup de bégaiements depuis de longues années, mais c'est faute de structuration, faute d'organisation. On ne peut pas dire que notre grande Zénab n'a pas d'impact sur la culture. Angélique Kidjo, alors quand je prends les arts plastiques, aujourd'hui avec la mise en place, d'ailleurs vous vous souvenez avec le retour des œuvres culturelles, des biens culturels, des 26 œuvres culturelles, vous avez vu tout le mouvement que le public a fait pour aller voir ces œuvres. Donc imaginez comment un musée tourne quand le musée a de belles œuvres, se renouvelle, est bien entretenu, combien de touristes arrivent. Et quand on parle de tourisme, quand les touristes arrivent dans un pays, ils ne vont pas seulement voir les musées, ils ne vont pas seulement se mettre dans de grands hôtels ou manger des repas copieux. Non, ils doivent aller en boîte. Et quand ils vont en boîte, il y a des DJs qui jouent, qui vont jouer de la musique africaine, béninoise. Ils vont aller regarder des spectacles soit de danse, il faut des spectacles de musique, des spectacles de théâtre. Donc, toute la chaîne artistique a forcément quelque chose d'économique qu'il faut entretenir. Et pour moi, l'impact au Bénin n'est pas encore si grand que ça, mais il faut trouver les bons mécanismes, mettre en place toute la structuration pour que chaque compartiment de la culture sache comment on rend tout ça, on rentabilise tout ça. Justement, hein, comment en tirer profit? Est-ce qu'il faut peut-être, vous avez évoqué la musique, les musées, les arts plastiques. Est-ce que pour être sûr, peut-être pour que l'État soit sûr de rentabiliser, est-ce qu'il faut prioriser certains secteurs les plus en vue peut-être? Je ne pense pas qu'il faille faire cette sissiparité artistique-là. Parce que oui, moi j'ai été rappeur, je suis slameur, je peux devenir autre chose demain. Ce n'est pas pour cela que je dirais qu'il faut mettre seulement le slam en avant et laisser les autres. Si on priorise seulement quelques secteurs artistiques, mais ceux qui sont nés avec ces talents, d'autres talents, ceux qui sont nés avec d'autres talents artistiques, que font-ils? Est-ce qu'ils vont attendre que des décennies après on priorise leur secteur? Non, je pense qu'il faut une politique d'ensemble, une politique de valorisation des arts et de la culture dans leur entièreté, dans leur globalité, pour que chaque artiste, chaque talent puisse continuer de rêver. Et quand il rêve, quand il voit que le soleil devant lui brille et que l'avenir est radieux dans son domaine, il va continuer de travailler. Je ne suis pas pour la priorisation d'un secteur parce que vous pouvez le savoir, nous qui sommes de l'oralité urbaine, je vais le dire comme ça, rap, slam, à un moment donné, on a été jaloux des plasticiens parce qu'on les a beaucoup vus en vue. Il y a une galerie qui est nationale, mais c'est très bien. On a été aussi jaloux d'eux parce que vous savez que le graffiti fait partie des arts urbains, surtout fait parfois par le street art. Et donc, on s'est dit, mais nous qui avons commencé le rap au départ, voilà, on prend mieux soin des gens qui font du graffiti, mais tant mieux pour eux, qu'on continue de prendre soin d'eux, mais qu'on prenne soin aussi de nous et des autres. Alors, comment est-ce qu'on arrive à structurer, d'accord, cette industrie-là aujourd'hui que constitue l'art dans son entièreté? On sait que cela génère beaucoup de devises, cela rapporte beaucoup d'argent, ça c'est une rengaine, c'est une évidence d'ailleurs, c'est une la palissade. Mais comment est-ce qu'on structure aujourd'hui cette industrie? On connaît aussi les problèmes qui minent le secteur, absence de professionnalisation des acteurs, des structures, des mécanismes de production et tout le reste. Comment aujourd'hui on porte ce mouvement pour en tirer le maximum de profit avec les petits pas qu'on est en train de poser? La structuration se fait évidemment à trois niveaux. C'est la formation, on va peut-être y arriver, la formation, donc la formation, la création, la production, la diffusion. Mais il y a un cinquième niveau qui est la collecte des droits, la collecte des droits, des dividendes, etc. C'est une partie qu'on ne voit pas beaucoup. Donc, il faut structurer évidemment, où est-ce que c'est une grosse question. Les plus experts que moi vous demanderont où est passé pour l'instant la charte culturelle du Bénin, le statut de l'artiste, et puis maintenant les statuts connexes, à savoir les producteurs, les créateurs, les diffuseurs,
il faut aussi, donc, dans cette structuration, définir le rôle de chacun. Il n'y a pas que l'artiste-interprète. Même à côté de l'artiste-interprète, il y a le compositeur, il y a l'auteur, il y a l'arrangeur. Donc, comment est-ce que dans cette charte-là, on définit la place de chacun, à quel moment telle personne intervient et quelles sont les clés de répartition de tout ce qui rentre et comment est-ce que dès qu'il doit y avoir une prestation, dès qu'il y avoir un acte culturel à poser, comment est-ce que on partage les royalties, les ristournes, etc. Donc, pour revenir à cette 5 étapes, il faut mettre en place évidemment des écoles de formation. Vous me direz qu'il y a déjà les classes culturelles. On va revenir. Mais la création, il faut l'adopter. Pour créer, il faut avoir le cadre de création pour nous autres musiciens, c'est de création de production, c'est les studios. Pour les gens du théâtre, c'est les scènes de répétition. Pour les gens des arts plastiques, c'est qu'il leur faut du matériel pour créer leurs tableaux, leurs œuvres. Donc, quand on a essayé de mettre tout ça en place, l'aspect mercantile, il faut le financement. Le financement, on dit qu'ailleurs, l'État, que l'industrie musicale ou l'industrie culturelle est une industrie privée, d'accord, mais c'est tellement important que chez nous, l'État le fait déjà si bien et a donc le devoir, bien au contraire, d'investir dans la culture, dans l'art. L'État le fait, vous avez annoncé ce qui est le grand plan culturel annoncé pour jusqu'à 2026. 5 milliards. Donc c'est très bien, c'est super. Donc, il ne faut pas dire que ce n'est que des artistes. Non, bien au contraire. Parce que, pour moi, le travail artistique, pour moi, c'est du service public. Alors, pourquoi est-ce que ça a encore un peu de mal à prendre au pays alors qu'autour de nous, on a quand même des modèles qui marchent. On a le modèle nigérien qui marche à travers une industrie musicale qui est en plein essor, qui est en plein boom. On a les cinématographiques aussi. On a les artistes nigériens qui se produisent sur les plus grandes scènes aujourd'hui. On a la preuve que ça marche, ça peut marcher. Preuve en est le dernier concert de Burna Boy à Paris, qui a rassemblé plus de 40 000 personnes dans un grand stade. On a le modèle ivoirien aujourd'hui qui est aujourd'hui en vogue, où la Côte d'Ivoire est devenue, on va dire, la plaque tournante. Elle est depuis quelques années déjà du showbiz en Afrique. Donc, comment on peut avoir ces modèles autour de nous? Et ici, ça a encore du mal à prendre. Alors, moi, je pense que pour moi, qui ai fait un peu le même métier que vous deux, et qui suis donc... Qui le fait toujours d'ailleurs. Qui suis un peu dans les médias. Peut-être à 16 heures retrouvées. Oui, pas à 16 heures perdues. En fait, c'est un métier qu'on ne lâche jamais complètement. Donc, en fait, il faut introduire dans le cœur du Béninois le patriotisme culturel et le patriotisme artistique. C'est déjà un fait. Parce que les autres, quelle que soit la qualité du travail de leurs artistes, même s'ils sont critiques, ils consomment. Mais la plupart du temps, ici, on passe du temps à plus se critiquer qu'à consommer. C'est un premier souci. Mais après, quand on a fini de dire ça, il faut que nous fassions, comment je vais dire ça, un lobbying. Donc, c'est un lobbying d'État. Pour moi, il faut un lobbying d'État pour imposer à l'international, donc dans des médias internationaux, la culture béninoise, les artistes béninois, les autres l'ont pu le faire, on peut le faire. Ce n'est pas qu'une artiste, ce n'est pas qu'un travail d'artiste ou du secteur privé. À l'intérieur du pays, ils ont eu à le faire ailleurs, les quotas de diffusion. C'est important, les quotas de diffusion, les quotas de ce que je vais appeler la préférence béninoise ou ce que j'appelle la préférence non béninoise, et dans toute activité qui doit se faire. Quand on a fini de faire ça, il faut installer une vraie chaîne de diffusion. La chaîne de diffusion, déjà pour tous ça, on est en train de construire, on a construit, je pense, 22 stades. À côté, voilà, c'est super. À côté, moi j'ai toujours pensé, j'ai toujours rêvé que si je devenais un jour ministre de la Culture, je demanderais 1 milliard par commune, ou 2 par commune, histoire de construire de vrais espaces culturels, un espace culturel par commune. Parce que quand tu crées à Cotonou,
Tu veux aller à Lokossa, il n'y a pas l'espace. Tu veux aller à Ouida, il n'y a pas d'espace. Donc, il faut attendre l'Institut français. Il faut attendre aller jouer dans une mairie. Alors, il faut de vrais espaces de diffusion. D'accord. Justement, c'est cette question de financement. Est-ce que les artistes eux-mêmes ne peuvent pas y participer? Je voudrais finir sur cette question-là rapidement et revenir. Pardonnez-moi. Il faut de vrais espaces de diffusion. Quand il dit espace de diffusion, il ne faut pas construire seulement un bungalow, comme on a connu comment on les appelle, les centres de jeunesse ou non, c'est pas ça qui sont devenus des églises. Non, il faut de vrais espaces avec une vraie scène, de vraies lumières, de vraies loges, des espaces de répétition, etc. Il faut cela dans chaque commune. Ce n'est pas qu'il faut seulement dans quelques communes. Non. Parce que quand tu sors un album, quand tu sors une pièce quand tu finis de réaliser une pièce de théâtre, dès que c'est le producteur tout calé, les dates doivent être calées. Et donc, tu peux faire la tournée nationale sans attendre qu'un producteur ou qu'un sponsor soit obligé de te prêter du matériel que tu mets sur une grande voiture bâchée avant de traverser tout le pays. C'est vraiment important. Quand on a fini de faire tout ça et qu'on a imposé donc cette exception béninoise-là, il faut ensuite mettre de l'argent dans la production. Il faut mettre de l'argent dans la production, obliger le secteur privé maintenant, donc l'État met de l'argent, mais le secteur privé, on a parlé depuis plusieurs années d'un système d'exonération pour les entreprises. Pour moi, au lieu même d'aller là, il faut dès la création d'entreprise instaurer un taux, un pourcentage de chiffre d'affaires à mettre en place, à mettre à la disposition de la culture, des artistes. On peut après le retourner en matière fiscale pour y avoir une justice fiscale pour leur retourner ses sous. Mais je pense que l'État, le secteur privé doivent se mettre ensemble pour porter, comme il en est pour le sport aujourd'hui. Voilà, donc le sport et la culture ont le même rôle, à savoir permettre le rayonnement national et international du pays. D'accord. Vous avez justement développé de belles idées, l'aménagement des sites, l'argent à investir dans la production. Je vous le demandais tout à l'heure, est-ce que les artistes eux-mêmes peuvent y participer? Absolument. À la question de financement. Absolument. Un artiste, moi par exemple, jusque-là, je me suis autoproduit. Ah oui. C'est-à-dire, on n'a pas le choix. Quand on y croit, il faut trouver les moyens d'investir dans son art, quitte après à se faire retrouver par d'autres producteurs ou d'autres investisseurs. Oui, l'artiste ne peut pas attendre comme, on va dire, une femme entretenue, attendre que le fonds d'aide qui n'existe plus, mais qui va sûrement revenir sur une autre forme. Non, l'artiste doit se prendre en charge, doit se prendre en main, avoir un plan de carrière. Mais pour avoir le plan de carrière, ça veut dire qu'autour de lui, il a un manager, un diffuseur, un tourneur, un community manager. Donc, il se structure lui aussi à son niveau. Il ne se jette pas là et attend que quand il tombe malade, que tout le monde cotise pour lui. Non, il doit être prévoyant, prévoir déjà à prendre une police d'assurance pour lui personnellement. Donc, l'artiste aussi a un devoir d'investir dans son art pour ne pas attendre l'État et les bonnes volontés. D'accord. Sergent Marcus, le temps est complètement parti, mais il y a cette petite question qui me tient à cœur. C'est vrai qu'on l'a abordé, on a parlé de professionnalisation, de formation, et vous avez un peu parlé des classes culturelles. Est-ce que ça peut apporter le changement positif tant attendu? C'est une très, très, très bonne initiative. Je pense que c'est très bien que ça se déploie. Mais je propose qu'on puisse déjà commencer à la maternelle. Parce que le talent artistique se décèle, se découvre dès la maternelle. Pour moi même, l'enseignement de l'art à l'école doit être obligatoire, quitte à un moment donné, on va voir ceux qui ont plus de talent dans un domaine que dans l'autre, et après on continue à les classifier. Sinon, pour moi, il faut démarrer même à la maternelle, donner les moyens aux écoles d'enseigner la culture, la musique, l'art plastique, etc. dès la maternelle. D'accord. Merci beaucoup. Ben, Sergent, écoutez, vous arborez fièrement votre t-shirt à l'effigie de votre nouvel album, Voodoo Gospel. Mais écoutez, vous ne pouvez pas venir sur ce plateau sans qu'on ne puisse parler quand même de cette actualité, de cette grosse actualité, puisque l'album est sorti il y a une dizaine de jours. C'était le 20 mai dernier à l'Institut français. Et on va voir d'ailleurs le titre éponyme, Voodoo Gospel. On va écouter quelques bouts, si vous permettez. Super. Ben, écoutez, merci. On y va.
aïeux, nos legs et nos dieux. J'évoque leurs yeux comme phare pour éclairer nos chemins et que leur voix soit l'écho silencieux d'un appel intime et divin. Que leur souffle soit notre respiration sur la montagne de nos tourmentes. Je me jetterai dans le couffeau pour laver mon âme en ses profondeurs. Et que coulent vers les abysses mes larmes, mes peines et mes peurs. Je connais le chemin mais je demande la route. Je connais la porte alors je demande la clé. Je détiens la parole mais je demande le verbe consacré. La formule sublime du phare pour me hisser au sommet. Le sort irréversible, le doux ultime qui me dira Jumper. Alors je ferme les yeux et je chante mon vaudou gospel. Mais écoutez, Vaudou Gospel déjà disponible partout. Voici donc le nouvel album de Sergent Marcus. Si vous ne l'avez pas encore, allez-y vous en procurer. C'est, voilà, prenez-y, consommez à dose homéopathique même si vous le voulez. C'est une ode à la tolérance. Vous le savez, on a désormais le mur de la tolérance sur la culture du port autonome de Cotonou. Il y a quelqu'un qui était en avant sur son temps, sur son époque, c'est Sergent Marcus à travers Vaudou Gospel qu'il a bien cuisiné, bien châtié pour nous. Si vous écoutez de la bonne musique, si vous aimez les belles lettres, si vous aimez les mots qui apaisent, écoutez, allez écouter Vaudou Gospel, tout simplement. Un album de 15 titres. À boire, absolument, c'est une prescription médicale, achetée en pharmacie musicale. Merci, merci Sergent beaucoup. Marcus. Merci. Merci également à vous, Jennifer Settivi. Merci, Sergent Marcus, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je reviendrai dès que vous m'appellerez. Avec Écoutez, ce plaisir. sera avec beaucoup de plaisir. Votre bonne humeur, elle est contagieuse et ça, j'aime beaucoup. Allez, après cette parenthèse aux frontières de l'art et de la culture, on va s'arrêter un moment pour revenir en entreprise avec Sosten Assogba tiré à 4 épingles. Comme toujours, avec lui, on parlera de la formation en permanence. À tout de suite.